Une chaîne musicale entièrement dédiée à la musique classique et à ses artistes, c'est sur Radio-Canada Audio que ça se passe. Branchez-vous sur Ici Musique Classique. À écouter quand vous voulez, où vous voulez, sur l'appli Radio-Canada Audio. Nous sommes le vendredi 11 avril. Voici à la une. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à l'émission. J'espère que vous allez bien. C'est Mathieu Bellumeur au microphone. Content de vous retrouver ce matin. Merci d'être à l'écoute. Merci d'être des nôtres. On va encore une fois se parler ce matin. Oui, de tarifs, parce qu'on a appris au cours des dernières heures que la Chine a annoncé, encore une fois, une réplique aux États-Unis, va augmenter donc ses contre-tarifs de 84 % à 125 % à partir de samedi, donc à partir de demain. Une guerre commerciale donc ouverte et qui se poursuit avec de la surenchère entre les États-Unis et la Chine. Évidemment, ça va encore retenir l'attention aujourd'hui avec les impacts que ça a un peu partout dans le monde. D'ailleurs, Vincent Maisonneuve est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. Et c'est un peu à l'image de cette semaine où on a vu cette escalade entre la Chine et les États-Unis en termes de tarifs douaniers et l'impact également sur les bourses. Je regardais encore ce matin en Europe, les bourses sont à la baisse. Oui, pas de direction très claire comme dans les derniers jours. Là, on était habitué à du 3, 4, 5 % de perte ou de hausse. Là, c'est autour de 1, 0, mais quand même beaucoup de volatilité, je le répète, sur les marchés. Et là, cette annonce de la Chine, il faut dire aussi que les tarifs américains sont rendus à 145 % sur les produits chinois. C'est l'escalade. Et puis, tout ça aura un impact sur le prix des choses que les Américains vont payer et sur les marchés boursiers, évidemment. On y reviendra et on va parler donc de revenir un peu sur cette semaine. Puis, d'ailleurs, en lien avec l'imposition de ces tarifs douaniers, Mark Carney, le chef libéral, qui va se retransformer, je dirais, en premier ministre aujourd'hui, donc met sa campagne sur pause pour rencontrer son cabinet au sujet, justement, de ces tarifs au sujet de ses relations avec les États-Unis. Et puis, un peu plus tard, comme c'est vendredi, Julie-Jasmine Boudreau sera avec nous pour sa chronique culturelle. On va faire le tour maintenant des prévisions de la météo avec Véronique Méran. Bonjour, Véronique. Bonjour, Mathieu. Alors, une journée douce, ça s'en vient. Grise? Bien, assez grise. Ouais. C'est de la pluie, c'est surtout ce matin. Puis je dis de la pluie pour la région de Montréal, là, mais vers l'Estrie, les Laurentides, la Naudière, l'Outaouais, même ce matin, il y a du flocon. Il y a du flocon par endroit, 0, 1 degré. 4 à Montréal, mais on se promène autour du point de congélation. Ailleurs, à Québec, il ne pleut pas. Ce sera nuageux aujourd'hui. On a une petite probabilité d'averse seulement. Mais les précipitations, c'est surtout ce matin. Puis cet après-midi, un ciel relativement gris. On commencera à avoir des éclaircies là-dedans en fin de journée parce que on s'en va vers un week-end assez intéressant quand même. Alors, sous un ciel en mélange soleil-nuage, nuageux avec éclaircies samedi, 10-12 degrés. 13 à 15 dimanche. On parle. Avec un petit peu plus de soleil, lundi également. Alors, il y a une belle séquence là, qui se dessine. Alors, on ira avec un vendredi peut-être un petit peu plus maussade, mais dites-vous que pour la fin de semaine, il y aura amélioration. 6 à 8 degrés, c'est ce qu'on aura aujourd'hui avec des vents du nord-est. On sera encore entre 0 et moins 3 la nuit prochaine. Du côté de l'Abitibi, même chose, le soleil, en fait, je dis même chose, le soleil sera présent à partir d'aujourd'hui et ce sera une assez belle fin de semaine. 8 à 10 degrés, ce sont les températures à retenir. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, un ciel un peu plus variable, 5 à 7 degrés aujourd'hui. La fin de semaine sera agréable également dans tout l'est du Québec. La Gaspésie, la Côte-Nord, du beau temps, 3 à 6 degrés. C'est du 7 à 9 en moyenne pour la fin de semaine avec une bonne dose de soleil. En territoire ontarien, variable à ensoleillé sur la portion nord et centre. C'est plutôt nuageux. Toronto, Windsor avec quelques averses. Il y a des flocons par endroits ce matin, mais sous forme de pluie essentiellement, 6 à 10 degrés aujourd'hui. À Ottawa, mélange pluie-neige ce matin. Tendance au dégagement par la suite et la fin de semaine sera belle aussi sur le sud de l'Ontario, 13 à 15 degrés. Vancouver, on atteindra 12 sous un ciel variable et dans les prairies, c'est du 15 à 18 degrés avec un soleil assez dominant pour aujourd'hui. Les prochains jours seront agréables aussi. Alors, première partie du mois d'avril, plus froide de la normale. Ah oui. Et là, belle séquence à venir. 1 degré sous la normale à Montréal, 2 à Québec, 2 degrés et demi à Gatineau pour le premier tiers d'avril. On remonte ça dans les prochains jours. Parfait, merci beaucoup. Bonne journée, bonne fin de semaine.
semaine. Olivier Pellerin au sport. Bonjour, Olivier. Bonjour. Alors, on le disait, c'est parti pour les mondiaux féminins au hockey. Hier, le Canada entre en scène. Ça n'a pas été un match trop compliqué contre la Finlande. Non. Mais en fait, il faut dire que les gros défis dans ces tournois-là pour le Canada, ce sont les matchs contre les Américaines. Ouais. Donc, on dirait que tous les autres matchs, c'est un peu en préparation. Accessoire, ouais. Exactement. Pour ces matchs, ces duels Canada-États-Unis. Hier, c'était l'entrée en scène donc des Canadiennes. Et ça a été une belle victoire de 5-0 face à la Finlande. C'est Kirsten Campbell qui était devant le filet hier. Elle a réalisé 24 arrêts pour son premier match devant le filet de l'équipe canadienne. Il y a aussi Jennifer Gardner, l'attaquante de la victoire de Montréal, qui a marqué 2 fois hier. Marie-Philippe Poulin aussi s'est inscrite au pointage. Et donc, première victoire pour les Canadiennes. Deuxième match, c'est aujourd'hui à 9h ce matin contre les Suisses. Il faudra surveiller un petit peu plus tard aujourd'hui à 13h les Américaines qui jouent contre l'équipe hôtesse, les Tchèques, donc dans cette 3e journée de compétition aux mondiaux féminins. Parlons de golf. Corey Connors, j'espère que je prononce bien. Connors, ouais, c'est ça, est en bonne position donc à la première ronde du tournoi des maîtres. Oui, ça a bien débuté pour le Canadien. Il est dans cette triple égalité en 2e position à -4 après cette première ronde du tournoi des maîtres. Hier, celui qui a retenu l'attention à 44 ans, c'est Justin Rose qui a terminé ce premier parcours avec la fiche de -7. Il y a aussi Scottie Scheffler qu'on surveille parce qu'il a remporté déjà 2 fois au cours des 3 dernières années le tournoi. Il est donc de cette triple égalité avec Corey Connors. Donc, un excellent départ pour le Canadien. C'est une question de constance dans un tournoi aussi relevé. Et on surveillait Rory McIlroy. Il n'a toujours pas décroché de veston vert, lui, depuis le début de sa carrière. Et ça a mal débuté pour lui, on pourrait dire. Il a joué la normale hier, entre autres, avec 2 bogeys en fin de premier parcours. Et donc, ça se poursuit ce matin là, avec les premiers départs, qui seront aux alentours de 7h30. Un petit mot de soccer, les Roses de Montréal qui ont disputé leur dernier match préparatoire en vue de la saison. Oui, elles ont joué contre le CF Rapide hier, match nul de 0-0, dernier match préparatoire en vue de ce premier match qui se déroulera donc à Toronto le 19 avril prochain. Je vous rappelle que c'est une saison inaugurale pour cette Super Ligue du Nord. Et donc, il y a beaucoup de fébrilité au sein de l'équipe. Hier, on faisait encore des tests, mais on a très hâte de pouvoir montrer ce qu'on peut faire sur le terrain avec des partisans parce que hier, le match était à huis clos. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Salut, bonne journée. Au revoir. Oui, alors on note de légères baisses, effectivement, sur les marchés boursiers ce matin, Vincent. Puis là, il y a cette nouvelle qui est tombée. Il faudra voir comment ça va être accueilli. La Chine qui va augmenter donc ses tarifs, sa réplique, dans le fond, aux États-Unis, passant de 84 à 125 % à partir de demain. On sait que les tarifs contre la Chine sont plus élevés qu'on le pensait, là, 145 %. Cette semaine aussi a été marquée, évidemment, par cette volatilité sur les bourses. Le président aussi qui a été soupçonné par des démocrates et d'autres d'avoir commis un délit d'initié. Le président qui a continué de se défendre aussi sa politique tarifaire, bref, afficher une image positive. On voyait, entre autres, le secrétaire du commerce, le président et d'autres, tout sourire dans le bureau ovale. Voilà. Et parlons d'indices, là, juste avant, là, ça creuse. Là. En Europe, là, on parle en Allemagne de 1,5 %, au-delà du 1 % en France. Mais bref, oui, Donald Trump qui tenait hier une rencontre de son cabinet. C'est comme devenu une habitude maintenant. On la filme, cette rencontre. Et c'est une sorte de rituel très complaisant où les membres du cabinet félicitent tour à tour le président pour son leadership, pour sa façon de mener le pays depuis son élection. C'est une scène qui contraste vraiment avec ce qui se passe sur les marchés. Depuis le sommet en bourse, on est au début de l'année 2025, là, janvier-février. Les principaux indices nord-américains en ont vraiment pris pour leur rhume. Là. On regarde ça. À Toronto, chute de 11 %. New York, les pertes oscillent entre 12 et 19 %. Forte réaction, donc, sur les marchés. Perte de confiance à l'égard des États-Unis. La valeur du dollar américain recule. Il y a une perte de confiance à l'égard des obligations américaines. Mais le président assure que tout va bien, qu'il s'agit d'une simple transition vers un monde meilleur. Everybody wants to come and make a deal, and we're working with a lot of different countries
Tout le monde veut négocier avec nous, ça va très bien aller, il y a une transition difficile, il y aura des problèmes, mais tout sera merveilleux, a dit le président Trump lors de cette rencontre du cabinet. Bon, et revenons par ces soupçons exprimés par plusieurs démocrates, notamment concernant un possible délit d'initié du président. Le président a-t-il profité des fortes variations des marchés pour s'enrichir? Est-ce qu'il a prévenu à l'avance des amis qu'il allait suspendre les tarifs réciproques? Généralement, une telle annonce se fait après la fermeture des marchés et l'information, là, c'est gardée secret pour éviter justement toute forme de manipulation. Or, Donald Trump a décrété la pause des tarifs à 13 heures en plein milieu de la séance. Les indices ont bondi vers le haut. Quelques heures plus tôt, le président a publié un message disant « Il faut acheter », un message signé de ses initiales DJT. Mais DJT, c'est aussi le symbole boursier de l'entreprise de Donald Trump en bourse. Autre élément, cette vidéo captée dans le bureau ovale après la remontée spectaculaire des indices. Vous allez voir, le son n'est pas très bon, mais on écoute. Le président qui est entouré d'invités et qui dit que ces deux amis-là, qui se tiennent à ses côtés, ont respectivement fait 2,5 milliards et 900 millions de dollars en quelques heures. Bref, il y a des soupçons là, au sein de la classe. Ça soulève certaines questions, effectivement. Bon, l'impact de ces tarifs au Canada, le chef libéral va mettre encore une fois aujourd'hui sa campagne sur pause pour rencontrer son cabinet dédié aux relations canado-américaines. Oui, c'est devenu une habitude pour Mark Carney de rentrer à Ottawa comme ça. Là, il va reprendre alors là, l'image du premier ministre pour gérer la situation. Le Canada qui n'a pas eu le droit de pause, l'enjeu demeure donc omniprésent dans la campagne. Enfin, c'est une semaine qui achève là, et pour ceux qui investissent en bourse, il fallait vraiment avoir le cœur solide. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Gabriel Lemarquand-Perrault est dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Mathieu. Alors, en une de la presse de ce matin, on nous dit que l'an dernier, il y a seulement une poignée d'agents de la SQ qui ont reçu une formation obligatoire sur l'usage de la force. Moins de 15 % des effectifs de la Sûreté du Québec qui ont reçu l'an dernier cette nouvelle formation obligatoire qui traite notamment de l'usage de la force. Selon les chiffres de la Sûreté du Québec, seulement 488 agents appelés à intervenir sur le terrain ont suivi cette nouvelle formation. Au total, pourtant, près de 4000 agents et sergents y sont admissibles, mentionne l'article de la presse. Donc, bien en deçà de l'objectif qui était de former l'entièreté des effectifs, d'autant que cette nouvelle formation lancée l'an dernier doit être renouvelée chaque année pour tous les policiers admissibles. Alors, un retard qui inquiète notamment des policiers parce que ces agents doivent souvent intervenir dans des situations dangereuses et imprévisibles, mentionne la presse ce matin. La TELUC a manœuvré pour que des étudiants réfugiés obtiennent des millions de dollars en prêts et bourses. C'est ce qu'on peut lire à la une du quotidien Le Devoir ce matin, une manœuvre qui a coûté des dizaines de millions de dollars au gouvernement du Québec. La TELUC qui a fait passer des réfugiés syriens inscrits à des cours de langue pour des étudiants au baccalauréat pour qu'ils obtiennent des prêts et bourses auxquels ils n'avaient pourtant pas le droit. Donc, dans la foulée de cette affaire, l'ancien directeur général de la TELUC a été suspendu en juillet de 2018 par l'ancienne ministre libérale Hélène David. Il a ensuite été réhabilité en 2019, l'année suivante, et dédommagé à la hauteur de quelques 260 000 $ par Université du Québec, le réseau qui gère notamment la TELUC. Et Le Devoir qui ajoute qu'au plus fort de cette saga, un syndicat de professeurs avait dénoncé en 2019 le fait que l'accès au rapport d'enquête soit refusé aux médias. Or, 7 ans plus tard, dans le cadre d'une série de reportages sur les pratiques de la TELUC, Le Devoir en a obtenu une copie et c'est à la une du quotidien montréalais ce matin. Maintenant, en une du Globe and Mail, entre autres, le chef libéral Mark Carney qui nie avoir rencontré un groupe pro-Pékin lors de la course à la direction du parti. M. Carney qui affirme qu'il n'a jamais entendu parler de ce groupe de pression pro-Pékin dans la grande région de Toronto, malgré des photos sur le site Internet de l'organisation qui le montrent en compagnie de
deux de ses principaux membres. Oui, le Globe qui rapportait hier que lors de la course à la direction du parti, M. Carney avait rencontré les dirigeants de cette organisation. C'est selon le site web de l'organisme qui décrit l'arrivée en politique de l'ancien banquier comme un tournant important dans l'amélioration des relations entre le Canada et la Chine. Et puis, élection fédérale, toujours une centaine d'élus municipaux de partout au pays interpellent par une lettre les chefs fédéraux. C'est ce que j'ai lu ce matin dans le quotidien Le Soleil. Ils interpellent les chefs des différents partis et leur demandent un plan concret qui va permettre au pays de faire face aux menaces conjuguées des tarifs commerciaux et de la crise climatique. Alors, dans cette lettre qu'ils publient à la grandeur du pays ce matin, dont les coops de l'information ont obtenu copie, les signataires qui proposent notamment de réorienter les subventions accordées aux énergies fossiles pour créer une banque publique de développement pour financer la mise en place de 5 grands projets misant sur l'acier, l'aluminium, le bois, qui permettront, selon eux, de créer des centaines de milliers d'emplois. Gabriel, merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Bon week-end, à lundi. C'est l'heure de la chronique culturelle avec Julie-Jasmine Boudreau. Bonjour, Julie-Jasmine. Salut, Mathieu. On va parler de télé. D'abord, une émission, une série dont l'histoire se déroule dans un institut psychiatrique. Ça s'appelle Empathie et puis on écoute ça sur Crave. Oui, exactement, depuis hier. Et c'est l'histoire de Dr. Suzanne Bien-Aimée. Elle a 39 ans. C'est une ancienne criminologue. Elle est devenue psychiatre. Le personnage est joué par Florence Lompré. Elle sort d'un arrêt de travail et là, elle est à sa toute première journée dans un nouveau lieu avec de nouveaux patients. Ouais, bonjour, je suis la nouvelle psychiatre. Oh! T'as ouvert ton propre cabinet? Non. Bonne première journée, ma belle. À toi aussi, ma belle. Suzanne est psychiatre en chef dans une prison. C'est l'Institut psychiatrique Mont-Royal. Je te lève mon chapeau, hein? Travailler dans un endroit comme ça? Non! Lâchez-moi! Des tueurs, des pédophiles, des violeurs. Mais un endroit comme ça, c'est un peu la poubelle de la société, non? Je serais surpris de ce qu'on peut trouver dans une poubelle. C'est moi qui vais vous accompagner. OK, alors ça se passe. On pourrait faire un parallèle dans la vraie vie avec l'Institut Philippe Pinel, qui est un institut psychiatrique, mais où on envoie aussi, pour certains, des gens purger une peine. Voilà, vous mettez le doigt dessus. Donc, on parle vraiment de cas lourds de santé mentale avec ce personnage-là, qui est, le docteur Suzanne Bien-Aimée, qui est très, très secret, mais qui est aussi très triste. On ne comprend pas tout de suite pourquoi. Elle boit en cachette, là, mais tout ce qui lui tombe sous la main, du vin, du fort. Puis, on sent qu'elle éprouve énormément d'empathie pour ses nouveaux patients et qui lui font du bien. Alors, ce personnage-là n'a pas du tout d'amis, mais c'est la rencontre avec l'agent d'intervention avec lequel elle va travailler qui va aussi venir l'apaiser. Donc, toute cette relation-là qui prend naissance dès les premiers instants du premier épisode. Et c'est Florence Lompré qui signe, en plus d'y jouer, elle y signe les textes. Et quelle écriture divine de Florence Lompré. On est vraiment dans le tragicomique. C'est-à-dire que si vous vous souvenez, Le temps des framboises, M'entends-tu, on est toujours en train de moduler dans des scènes hyper difficiles de contention, là, des personnages. Benoît Brière et dans cette série-là, Brigitte Lafleur aussi, on les voit se faire maîtriser par des agents d'intervention. Puis quelques secondes après, pour enlever un peu de pression, il va y avoir un échange assez banal entre deux personnages qui mettent quand même de la légèreté. Alors, c'est vraiment une des grandes forces de l'écriture, puis avec une réalisation de qualité qui est très, très proche des séries modernes que vous allez écouter sur différentes plateformes avec de très grands budgets. C'est Guillaume Lonergan qui signe la réalisation. Il a travaillé avec elle aussi. Je parle de Florence Lompré dans ses précédents projets. Puis il y a des scènes, des fois, de délire ou encore de psychose qui nous sont illustrées comme si on était dans la tête du personnage. C'est-à-dire qu'on voit et qu'on entend les voix qui les accompagnent. Alors, cette idée de rendre ça graphiquement très, très clair, c'est super pertinent. Puis, en ouverture, ce qui est particulier, je ne sais pas si vous vous souvenez, le groupe Bush ou Bush-X. Oui, bien sûr. La chanson... Breathe in, breathe out. Voilà, mon Dieu, que vous êtes bon. Celle-là, en tout cas. Vous allez sûrement vous souvenir de Swallowed, oui. 1996. Bien, la première scène, c'est ça, des danseurs de ballet vêtus de noir dans un centre-ville désertique. Puis, le titre, Swallowed, ça veut dire avaler. Donc, on comprend qu'elle est comme avalée par des pensées sombres, le personnage principal. Alors, d'ailleurs, cette série-là a remporté un prix du public dans un festival de séries à Lille, en France, il y a à peine 2 semaines. Et quand je vous dis de la télé de très haut niveau,
c'est ça. Vous avez ça entre les mains. Ça s'appelle Empathie. C'est sur Crave. Il y a 2 épisodes depuis hier. Il y en aura 2 la semaine prochaine, puis ensuite 1 à la petite semaine. On fait ça ici souvent, de la très bonne télé avec très peu de moyens, quand on se compare, disons, à des méga-productions ailleurs dans le monde. On va changer pour parler de musique. Stéphanie Boulay, la moitié des sœurs Boulay. Une des 2 sœurs. C'est moi qui vous ai écrit ça. Je trouve ça très drôle. Donc, elle lance son 2e album solo. Oui, le premier, c'était en 2018, donc 7 ans plus tard. Ça s'appelle « Est-ce que quelqu'un me voit ?» Et c'est un journal intime chanté. Alors, elle est beaucoup dans les échecs de sa vie sentimentale. C'est un album d'après-rupture. Elle ne s'en cache pas. Alors, on comprend bien sûr que cet exercice-là, d'écrire sur la rupture, sur l'échec, évidemment, c'est très salvateur. Elle le fait avec beaucoup de franchise, beaucoup d'introspection. Je parlais d'un titre assez évocateur. Est-ce que quelqu'un me voit? Puis elle le dit, moi, j'ai eu besoin de lumière, j'ai besoin d'être vue, j'ai besoin d'être entendue. Je trouve que ça prend quand même du courage pour affirmer ça, parce qu'elle le dit, mon besoin d'attention n'est jamais réellement comblé. Elle prend aussi des mots d'une chanson de Ginette Renault, L'Essentiel. D'ailleurs, c'est le titre de la première qui s'appelle « Si l'essentiel, c'est d'être aimé ». Si l'essentiel, c'est d'être aimé, qu'est-ce que ça veut dire? Maman répète qu'elle... Bien, c'est sûr que moi, je dirais qu'on a affaire à une poésie qui est chavirante, qui peut sembler un peu éteignoire, mais aller au-delà de ça, Oui, on sent bien quand même sûr. un peu de souffrance Oui. ou des moments plus difficiles dans la vie. Là. Exactement, parce qu'elle dit ne pas cadrer nécessairement dans la société, pas de conjoint, pas d'enfant. Ça revient beaucoup dans les thèmes. Aussi, ben, des petits bouts d'histoire qui sont les siens, mais qu'elle a emprunté à d'autres. Quand on va fouiller, c'est ce qu'on comprend. Alors, je vous invite à aller écouter ça. Moi, j'ai trouvé que c'est un bel album accompagnateur. Puis surtout, évidemment, il y a une qualité de réalisation, bien sûr, et de mots. On va continuer en musique, un mini-album. Un mini-album, c'est quoi? Quelques chansons seulement? C'est ça? 4. Ou des chansons très courtes? Ça dépend. 10 chansons, mais bien courtes. C'est Hubert Proulx qui lance ce mini-album de 4 chansons. Ah, ça, je pense que vous allez aimer ça. OK. À la télé, on l'a vu dans Indéfendable. Oui, Sur oui, scène, il a porté Dédé. Il est aussi avec son fils de 13 ans en ce moment. On parle de 4 chansons de durée moyenne, pour préciser. Et vous allez voir, lui aussi, il chante assez bien les chœurs écorchés. Wild, je suis redevenu wild, comme un lion en cage, puis je suis pogné dans mon marécage. Depuis que t'es parti, j'ai juste des soucis, l'alcool coule à flot, puis je braille comme un flot, puis toi t'es parti avec la clé du canot. OK, une autre lecture ou un autre récit d'une rupture. Totalement, dans ce cas-ci, mais il n'y a pas que ça sur son album. Une chanson tendre où il va rendre hommage à son frère qui est toxicomane. Une chanson militante aussi, un peu blues. Et l'album s'appelle Pleurer à l'envers. Parce qu'Anne Dorval lui avait déjà dit, dans des moments plus souffrants où il utilisait beaucoup le sens de l'humour pour se remettre, ben parfois rire, c'est pleurer à l'envers. D'où le titre de ce mini-album. Alors, j'ai envie de vous dire, on est dans le vrai jusqu'au cou et jusqu'au bout avec Hubert Proulx. C'était beau, c'est de la poésie du matin. Merci beaucoup, Julie Jasmine. On va se laisser avec Monsieur Proulx, justement. Merci d'être à l'écoute à tous les matins et bonne fin de semaine. Mes sens se désolent. Pourtant, ça, tu le sais, le bonheur dépend pas d'elle, fait juste dépendre de toi. Puis ton âme en querelle, ça des tristesses sans fin.